Merci beaucoup, ma chère Clarisse. Je suis tellement heureux de me retrouver parmi vous. Je sais que je ne vous fais plus souffrir. Maintenant, c'est Patrice qui s'en charge. Mon cher Patrice, merci beaucoup de cette invitation. Et merci encore une fois à tous, mesdames et messieurs les parlementaires, députés, sénateurs qu'on vient de voir, chefs d'entreprise, patrons de la recherche des institutions publiques ou privées. Donc, très, très, très heureux de pouvoir partager avec vous quelques réflexions par rapport évidemment à cette journée qui s'achève, donc sur les assises que vous avez voulu sur un sujet absolument essentiel, ce partenariat de recherche qui est si important. Alors si important par rapport évidemment aux enjeux qui sont les nôtres et auxquels nous sommes confrontés. Je dirais aussi presque, et je vais peut-être commencer par ça si vous le permettez, avant de faire un petit bilan, parce que Clarisse m'avait demandé, ce serait bien de faire un tout petit point, un petit retour en arrière sur les 20 ans, comment on se projette sur les 20 ans qui viennent. D'abord, on est dans un moment singulier, mais c'est un moment dont j'estime qu'il sera durable. Et ce moment, évidemment, on va le dire entre nous, il démarre pour moi le 20 janvier. Le 20 janvier de cette année. Le 20 janvier de cette année, c'est évidemment l'avènement de Donald Trump à la présidence des États-Unis pour son deuxième mandat. Et je vais vous demander un mot. Qu'est-ce qui caractérise pour vous ce qui s'est passé depuis le 20 janvier? Si vous me disiez en un mot, il y a un mot qui est important du reste pour l'activité que nous exerçons, que vous exercez, mais aussi pour nous, Européens, puis d'une façon générale pour le monde. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 20 janvier? Il y a un mot qui était très important, qui n'est plus là aujourd'hui. C'est quoi? Vous êtes trop forte. La confiance. Généralement, quand je pose la question, ça tourne un peu. C'est pour ça, Patrice, tu vois que je suis tellement content de revenir à la NRT, ça va très vite. Et je vois que ça continue, c'est surtout ça. La confiance. La perte de confiance. Depuis 70 ans, on a reconstruit notre monde évidemment nous, notre monde libre, sur ce thème de la confiance. La confiance, évidemment, comme acteur clé, moteur clé, des relations commerciales, des relations industrielles, entre les uns, entre les autres, entre les pays, l'OMC qui en a suivi. La confiance aussi, qui a bâti, Patrice, notre architecture de sécurité et de défense, dans des partenariats extraordinairement importants. La confiance qui est la base des partenariats publics-privés. La confiance qui fait que grâce à l'aide de l'article 5, on sait qu'en mutualisant ce que nous sommes, tous pour un pour tous, si nous sommes attaqués, alors tout le monde est attaqué, cette confiance, elle vient de voler en éclats. Il a fallu 70 ans pour qu'elle soit respectée, qu'elle marche, qu'elle fonde ce que nous sommes aujourd'hui. Et en quelques semaines, on est dans un autre monde. Il faudra sans doute beaucoup de temps pour la rebâtir. Et donc nous, il faut qu'on se reconstruise dans cet environnement, en sachant que le fait qu'il n'y a plus de confiance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on rentre dans un monde de rapport de force, et où on n'a plus qu'un seul objectif, qu'une seule mission, qu'une seule vision doit-on avoir, c'est celle d'être plus forts ensemble pour pouvoir peser davantage dans un monde de rapport de force. Et évidemment, je dis ça parce que ça se décline partout. Ça se décline partout, mais je voudrais vraiment que vous reteniez ça de cette discussion qu'on va avoir ensemble pendant une demi-heure. On rentre dans un monde où il va falloir que, puisque cette confiance, c'est un peu comme la pierre angulaire, vient de s'effondrer, la voûte n'est plus là, mais c'est à nous tous d'en être quelque part des éléments, des acteurs, là où nous sommes. Et évidemment, vous, femmes et hommes de recherche, que ce soit issus du privé ou du public, il va falloir le rebâtir autrement. Et quelque part, on passe d'un top-down, comme on dit, à un bottom-up. Et vraiment, ça va marquer, me semble-t-il, les années et les décennies qui viennent, Clarisse, parce que c'est ça, dans ce contexte-là, dans cet environnement, que nous allons devoir évoluer. Alors évidemment, ça veut dire que pour nous, là où nous sommes, il n'y a pas d'autre issue que l'Europe. Pas d'autre. Ça ne vous étonne pas que je vous tienne ces propos, mais ce que je viens de vous dire en est l'illustration encore plus parfaite, me semble-t-il. Parce qu'évidemment,
Et on le voit en discussion qu'on a aujourd'hui, évidemment, les exemples des discussions dites tarifaires, c'est-à-dire des droits de douane, le démontrent hélas tous les jours. On est dans un monde où d'un côté, on a désormais les États-Unis d'Amérique, et on est tous des passionnés des États-Unis. Moi, j'ai vécu 20 ans aux États-Unis, on adore ce pays, c'est un pays où l'innovation est extrêmement encouragée, où on peut faire énormément de choses, c'est un pays formidable, où tout est possible. Ce pays, on le connaît, on l'aime, mais il a évolué, et désormais, les États-Unis se sont mis dans une situation où, pour les entreprises, quelles qu'elles soient, le terrain de jeu, c'est le monde, l'entreprise américaine, 0 droit de douane sur la planète, mais en revanche, on protège les frontières, 15% minimum, moyenne maintenant 18% sur l'ensemble du périmètre américain, et qui peut monter. Donc d'un côté, on exporte, et on exporte en fait, si on veut exporter, 15 pour nous, plus 12 de droits de douane, on est à 30%, mais de l'autre côté, 0. Et ça va durer. Et par ailleurs, de la régulation, s'il y a de la régulation, parce que nous sommes attachés, nous, à de la régulation, non pas pour la régulation, mais parce qu'elle est représentative de nos valeurs, de ce que nous sommes, de la protection que l'on doit à nos concitoyens européens, que ce soit en ce qui concerne les produits, pour leur sécurité, que ce soit en ce qui concerne les plateformes numériques, là aussi pour leur sécurité, mais aussi pour ce qui est cher pour nous, c'est-à-dire nos valeurs et notre état de droit, et puis évidemment la protection de nos enfants. Donc, pas non plus de régulation, une régulation qui s'adapte évidemment au fait que ça doit accompagner ce terrain de jeu planétaire lequel je viens de décrire. Puis il y a évidemment la Chine, et la Chine, alors, dans le domaine où nous parlons, qui est évidemment qui prend la place que nous connaissons tous, mais je me suis posé, pour préparer un petit peu une discussion d'aujourd'hui, je me suis posé un peu la question, au fond, la Chine, elle a une autre approche, en particulier en matière de recherche et développement. J'ai regardé combien la Chine déposait de demandes de brevets en 2000 et combien elle en dépose maintenant. Et j'ai essayé de faire une corrélation entre l'augmentation de la recherche par rapport au PIB sur cette période des 20 dernières années. Alors nous, on stagne. On est à 2, quoi, hein, à peu près. Hein. C'est ça, Clarisse? Je ne me trompe pas? 2,2% du PIB, à peu près. Hein, c'est donc, on stagne. On stagne. Et par parenthèse, en dépôt de brevet, on stagne aussi. On est à peu près à 50 000 par an, à peu près, de demandes de dépôt. On était à 35 000 en 2000, donc on bouge pas trop. Mais enfin, on est quand même, évidemment, on était dans le top 10 en 2000, on n'est plus dans le top 10 en matière de dépôt de brevet en 2022, qui était la dernière année où on a pu le calculer. Mais enfin, ça n'a pas beaucoup bougé. La Chine, elle était, c'est intéressant parce que la Chine, elle était à 0,9% de son PIB en recherche en 2000, elle est aujourd'hui à 2,6%, mais surtout, elle déposait une cinquantaine de milliers, pareil que la France en 2000, elle est à 1 600 000 aujourd'hui, par an. Les États-Unis, évidemment, ils ont monté, ils sont à 3,4%, 3,5%. Ils étaient à 180 000 dépôts, ils sont à 500 000. La Corée du Sud, évidemment, que 5% pour sa recherche, encore une fois dans le public-privé, hein, avec plutôt 70% pour le privé et 30% pour le public. Hein. En gros, l'ensemble des pays. Nous, on est un peu différents, on le sait. La Corée du Sud, elle est à 287 000 brevets. Voilà, donc je vous donne quelques exemples, parce que ça veut dire qu'on a maintenant, dans les très gros déposants, on a l'Allemagne qui est à 130 000, elle était à 45 000. Donc, c'est des indicateurs, moi j'aime bien avoir des indicateurs. Je pense qu'on devrait tous se mobiliser aussi pour qu'en France, on dépose davantage de brevets. Parce que de l'autre côté, quand on dépose, on fait une demande d'1 million de brevets, plus d'1 million par an, ça veut dire que d'un côté, vous allez avoir une régulation par rapport de force, et de l'autre côté, une régulation par détention de portefeuille de brevets. Donc c'est un environnement, voilà, on n'est pas naïf, on voit ce qui se passe, et ça veut donc dire que pour nous, évidemment, il est absolument indispensable d'augmenter, alors d'abord, je le dis, la puissance publique, d'augmenter nos efforts de recherche. Donc là aussi, j'ai fait un peu une simulation, et je pense qu'il faut vraiment qu'on se donne comme objectif 2030, 2035, de passer de 2,2, il faut atteindre les 3, et puis monter à 3,5, et à la fin donc, des 20 prochaines années, tangenter les 4. Il faut vraiment avoir cet objectif donc, en matière de recherche. C'est absolument indispensable.
dépôts de brevets vont suivre, évidemment, mais on voit que c'est absolument indispensable. Et donc, les simulations sont là. Dans les discussions budgétaires que nous avons, sont assez, comment dirais-je, singulières en France. C'est un élément qui deviendra, me semble-t-il, absolument essentiel pour précisément maintenir quoi? Maintenir notre souveraineté, notre autonomie et la capacité de peser dans le monde que je viens de décrire, en tout cas dans les rapports de force qui vont structurer le monde que je viens de décrire à grands coups de serpe. Alors derrière, évidemment, dans la recherche partenariale, donc ça va vouloir dire changer aussi d'échelle par rapport à la façon dont ça se passe, et en France. Et on le fait plutôt bien. Hein. Je suis vraiment, je dois dire que vraiment la création de l'ANR, les instituts Carnot, les pôles de compétitivité, le crédit impôt recherche, qui a été doublé et qui est un outil absolument indispensable. Donc si jamais je dis qu'il faut qu'on continue à augmenter, je ne suis pas suspect d'augmenter les dépenses, hein, Patrice. Hein. C'est plutôt l'inverse que j'ai fait quand j'étais aux affaires. Mais là, c'est évident qu'il faut vraiment le faire. Et donc le crédit impôt recherche est un instrument absolument essentiel. Un petit point dans ce que je viens de dire, vous noterez que pour beaucoup des pays dont je viens de parler, l'augmentation de la recherche, c'est un indicateur qui en vaut un autre, hein, des dépôts de brevets, s'accompagne toujours par une réindustrialisation. L'un des problèmes que nous avons, nous, en France, évidemment, c'est la désindustrialisation. Si je me compare à ce qui s'est passé en 2000, on était à une vingtaine de pourcents, on est aujourd'hui à 11%, donc on a divisé par deux. Chercher l'erreur, impensable d'avoir une vraie structure de recherche dynamique en Europe si on n'a pas une base industrielle. Alors c'est vrai pour beaucoup de choses, mais c'est vrai aussi pour ça, donc ça va de pair, et ça va évidemment de pair en France, où c'est un des sujets absolument essentiels. L'industrie, qui sera l'industrie, on peut l'appeler comme on veut, 2.0, 3.0, ce que vous voulez, l'importance de l'IA, l'importance des données qui sont évidemment collectées. Je rappelle par parenthèse que l'Europe est le premier réservoir de données industrielles au monde. Je le rappelle, à l'heure de l'IA, l'IA qui n'est rien d'autre que d'utiliser ce patrimoine informationnel qu'on a généré et qui a été stocké pour la première fois dans l'histoire de l'humanité depuis 2000, qui était essentiellement d'abord personnel, puis un peu entreprise ensuite, et savoir. Donc, ça nous permet aujourd'hui, par retour en arrière, quand on a un problème, d'analyser ce qui se passe et d'en tirer les solutions que peut nous offrir les connaissances du passé qui a été tracées pour la première fois. C'est l'intelligence artificielle, c'est tout simplement l'exploitation des données que nous avons générées. Ce qui manque aujourd'hui est à la Chine, qui certes s'est réindustrialisée, puisqu'aujourd'hui, la Chine, c'est en gros un tiers de l'industrie mondiale. Elle était à 3% il y a 25 ans. Mais il n'y a pas ce patrimoine en même temps de données. Nous, vieux continent industriel, nous l'avons. D'où la nécessité de bien réfléchir à la façon dont on préserve ce patrimoine industriel et en tout cas ce qui ne s'évapore pas for free ailleurs. Mais c'est aussi un avantage absolument majeur et ça démontre, ici il était besoin, que la proximité d'un outil industriel, certes réadapté, et des partenariats public-privé, de la recherche partenariale est absolument essentiel. Donc évidemment, on voit l'objectif et l'objectif politique qui est devant nous. Alors derrière, évidemment, ce qui est aussi très important du point de vue européen, c'est que ça nous permet évidemment de structurer un peu les choses, d'avoir ce qui a plutôt bien marché, donc en nous posant des questions de façon assez claire sur les grands programmes cadres qui vont nous permettre, je parle d'Horizon 2020, FP7, Horizon Europe, etc., mais qui permettent aussi donc, de structurer des partenariats plus lourds, comme le Joint Technology Initiative, comme les European Partnerships, etc., avec aussi des orientations qui sont importantes pour notre continent. Alors, ça suivait un peu les orientations politiques, donc on les connaissait avec le Green Deal, notamment, avec évidemment tout ce qui concerne la transition numérique. Mais aujourd'hui, au regard de ce que je viens de dire, évidemment, il y a de nouveaux enjeux qui deviennent extrêmement importants. Alors, bien sûr, l'IA, bien sûr, le quantique, bien sûr, la cyber, bien sûr, la santé, le climat, etc. Mais il y a aussi la souveraineté.
et par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, ce qui va contribuer à accroître notre souveraineté. Souveraineté, du reste, ça veut dire, voir un peu autrement, l'ensemble des chaînes de valeur critiques, les infrastructures, la sécurité aussi alimentaire. Donc ces éléments qui sont liés à la sécurité et à l'autonomie vont devenir des éléments importants qui vont être poussés par nos politiques européennes et qui vont évidemment donc, nous permettre de restructurer un peu tout ça au niveau européen au cours des 20 prochaines années. Évidemment, il faut qu'on aille vite. On est trop lent, on sait, dans ces partenariats. Donc il faut évidemment, pour aller vite, il va falloir être peut-être plus lisible, c'est encore trop compliqué. Il va falloir évidemment avoir des simplifications radicales des cadres juridiques, on le sait, c'est un sujet qui sera essentiel. Réduire le coût des transactions aussi, et puis avoir une meilleure intégration, une meilleure fluidité aussi au niveau européen. C'est absolument formidable d'avoir ce patrimoine européen que nous constituons. Il faut plus d'échanges. Je me suis battu quand j'étais commissaire pour ça, c'est encore trop difficile. Il faut vraiment s'appuyer sur ces grands programmes européens et le financement, encore une fois, qui les sous-tend, pour avoir des coopérations longues, de la mobilité croisée, des gouvernances conjointes. Donc voilà, on voit bien, si vous voulez, la feuille de route par rapport aux enjeux qui sont les nôtres, mais ne nous y trompons pas. Ce qui est absolument devant nous, c'est vraiment aujourd'hui de repenser notre recherche. Et si on veut pouvoir nous rattraper, je le dis sincèrement, notre retard financier, évidemment, parce qu'on sait qu'on ne fait pas assez d'efforts en France, je le dis très clairement. À 2,2, on n'est pas dans le jeu. Et moi, mon objectif, c'est qu'on monte à 4. C'est vraiment, je pense qu'il faut qu'on double en 20 ans, et je pense que c'est vraiment un objectif qui doit être un objectif partagé par la nation, par rapport à tout ce que je viens de dire. Il faut de quoi la France pèsera moins dans les décisions que nous avons à prendre, et dans cette logique, quelque part, de rapport de force. Rapport de force ne veut pas dire du reste hostilité, ça veut dire tout simplement pouvoir peser et pouvoir discuter d'égal à égal, y compris du reste nouer des partenariats solides. Un partenariat, c'est comme les deux piliers d'un pont, et le pont et le partenariat, mais il faut que les deux piliers soient à peu près équivalents et solides. Ben oui, il faut qu'on rééquilibre ce partenariat. Si je prends du reste, toujours avec mes indicateurs que je rappelais tout à l'heure, qui sont les indicateurs de brevet, on est aujourd'hui au niveau européen à 350 000. Vous voyez, 350 000, c'est-à-dire on est pratiquement 40% en dessous des États-Unis qui sont à 500 et nettement plus loin en fonction de la Chine. Donc on voit que là, encore une fois, on sait ce que nous avons à faire, on a évidemment tout ce qu'il faut. Le sujet des compétences est absolument essentiel. Le sujet des doctorants qu'on va pouvoir accompagner dans vos entreprises est absolument clé, hein, Clarisse, on le sait. On a des contrats formidables qui ont fait leurs preuves, qui sont un apport absolument essentiel. Il faut continuer, non seulement il faut continuer, mais il faut accroître tout ça. Et donc, je pense que la feuille de route que nous avons devant nous, elle est très claire. Alors maintenant, une fois qu'on a bien posé tout ça, il va falloir continuer à se faire entendre. C'est aussi le rôle de la NRT, être ce lieu absolument singulier, unique, ou un lieu de rencontre. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que ce lieu singulier, il faut aussi lui donner dans les temps qui viennent, sans doute un rôle aussi, si je peux me permettre aussi, de communication, d'expliquer vraiment pourquoi ce que vous faites ensemble, ce que vous avez construit ensemble, je dirais un peu par nécessité, est aussi essentiel pour la nation. Nos concitoyens parlent de la recherche, alors on dit, voilà, la recherche, bon, alors, ça va, donc on a le CEA, on a le CNRS, je les salue, ils sont certainement dans la salle, donc ça va. La recherche, c'est presque nous tous. Je vous dis, hein, on est parti maintenant du bottom-up. Il faut redonner envie de la recherche. Il faut redonner envie des sciences. Il faut redonner envie de ces carrières. Et aujourd'hui, sincèrement, je pense que c'est une communication qui est une communication positive, mais dont on a besoin. Parce que politiquement, pour accompagner ce que j'appelle de mes voeux, et ce qui est pas de mes voeux, je viens d'essayer de vous démontrer que c'était une nécessité, si vous mettez les chiffres sur la table, tout simplement. C'est-à-dire doubler l'effort de recherche dans les 20 ans qui viennent, il va falloir effectivement que la nation l'accepte.
d'une façon générale. Alors ça ne veut pas dire évidemment que tout est privé, bien entendu. 1 pour 1, ça me semble déjà pas mal comme objectif, hein, avant que ce soit encore beaucoup plus pour le privé. Mais j'en viens à mon dernier point. Mais si on veut que le privé, les partenaires privés, qui sont aussi très représentés dans cette salle, accompagnent, jouent le jeu, il faut que là aussi, on change la façon dont on travaille en matière de marché des capitaux. Aujourd'hui, on n'est absolument nulle part en marché des capitaux. C'est un scandale que tous les ans, 350 milliards d'euros s'évaporent d'Europe pour aller financer l'économie américaine, non pas parce qu'on a envie de le faire, mais parce que tout simplement, c'est beaucoup plus attractif, rémunéré, et en accompagnement notamment, de quoi? Des start-up, de la recherche, l'innovation, et en ayant des instruments qui savent s'accompagner, qui savent accompagner le développement avec les structures financières qui vont bien pour ce faire. Et c'est un sujet absolument essentiel, alors que nous sommes un marché de 450 millions de consommateurs, c'est-à-dire, je le rappelle tout le temps, 1,5 fois plus important que les États-Unis d'Amérique, qui sont 330. On n'a pas du tout les instruments aujourd'hui pour accompagner la croissance, je dirais, de tout ce qui naît de l'innovation. L'essaimage, évidemment, vous en faites partie, c'est formidable. Le LETI fait un travail exceptionnel, voilà. Mais l'INRIA, qui est certainement dans la salle aussi. Mais on pourrait faire beaucoup plus. Mais pour faire beaucoup plus, il faut accompagner, il faut avoir les instruments financiers pour le faire. Et on sait qu'à partir d'un certain moment, on va les chercher aux US. Et ça, c'est absolument tragique. Tragique pour nous en termes d'opportunités, de perte d'opportunités, de perte d'innovation, de perte de tout ce qu'on vient de décrire tout à l'heure, y compris dans la logique que je viens de rappeler tout à l'heure. Donc ça, je ne sais pas, c'est pas à votre niveau, mais je le dis parce que c'est un enjeu majeur d'accompagnement par rapport à ce que je viens de rappeler à l'instant. Ça me semble être au même titre que ce que nos politiques doivent faire et l'Europe doit faire, mais là, vous devez peut-être aussi être des acteurs qui font savoir que cette nécessité, vous la sentez tous les jours, de façon à ce qu'on n'est pas très loin, on sait ce qu'il y a à faire, et bien que les décisions soient prises. Enrico Letta et Mario Draghi s'y sont pas trompés. Dans leur rapport, l'un et l'autre l'ont dit de façon très claire, l'un des objectifs, alors c'est pas à moyen terme, c'est dans les 3 ans qui viennent qu'il faut le faire. C'est l'union des marchés des capitaux, Capital Union Market, c'est maintenant qu'il faut le faire. Du reste, on ne s'y trompe pas dans les discussions enfin, je ne sais pas comment, si on doit appeler ça les discussions, les oukases, qu'il y a eu avec les États-Unis sur les fameux droits de douane. Pour pouvoir bénéficier du droit de douane extrêmement amical de 15%, c'est le prix d'amis, il fallait en plus acheter pour 750 milliards d'hydrocarbures pendant 3 ans. Ça veut dire 250 par an, là c'est à peu près ce que l'Europe achète pour le reste, ça veut dire arrêter tous les autres contrats, bon, très bien, je ne sais pas comment on fera, ok. Mais en plus, s'engager pour les 3 ans qui viennent, en sus du volume déjà d'épargne européenne qui s'évapore pour les États-Unis, rajouter 200 milliards par an. C'est-à-dire, vous vous souvenez, dans le rapport Draghi, on disait qu'il fallait 400 milliards par an d'investissement. Bonne nouvelle, on les a. Mauvaise nouvelle, c'est qu'on les envoie aux États-Unis. Voilà. 300 plus 200 égale 500. Donc ça veut dire que dans la condition mise pour bénéficier du prix d'amis de 15%, il y a la nécessité que l'Europe, pendant les 3 ans qui viennent, sorte 500 milliards de l'épargne pour aller financer l'économie américaine, c'est-à-dire essentiellement, parce que c'est ça ce qu'elle va chercher, l'économie américaine, elle n'a pas les instruments qu'elle voudrait avoir, c'est-à-dire essentiellement pour accompagner le développement, notamment des start-up, des licornes et l'innovation, ça va se mettre aux États-Unis. Donc vous voyez l'urgence et la nécessité. Ce qui fait que, quand on voit effectivement, je vais le dire parce que finalement c'est la fin de la journée, mais quand on voit les débats que nous avons en ce moment en France, après je crois avoir compté, c'est le 5e Premier ministre depuis 14 mois, je crois, le 5e gouvernement donc, et qu'on est en train de se chamailler pour savoir s'il faut des taxes dites, je ne sais plus comment on l'appelait, Zuckman, des machins, des trucs, etc. Et qu'on voit les enjeux par ailleurs, et le monde tel qu'il est, dont j'essaye de partager avec vous, ce que nous voyons tous, voilà, on se rend compte qu'il est très urgent maintenant de nous faire entendre, nous qui sommes et vous en particulier, qui êtes des acteurs précisément de l'innovation en France, qui portaient cette innovation, qui portaient précisément les fruits de la recherche,
Il faut vraiment se faire entendre, parce que ça, ce sont des données tendancielles qui sont, me semble-t-il, inéluctables et qui vont arriver. Donc il faut qu'on s'y prépare. Alors, je suis toujours positif, moi, optimiste. J'ai écrit, je finirai par ça, un livre que j'ai appelé « Les 10 renoncements qui ont fait la France ». Je me suis posé la question, j'avais commencé il y a 10 ans. Enfin, ça ne vous a pas échappé, quelques activités aussi entre-temps, donc ça m'a pris 10 ans pour écrire ce livre. Je me suis posé la question de savoir si, au fond, parce que j'estime que nous sommes dans une période en ce moment, pas uniquement du reste en France, hein, mais de façon générale en Europe, peut-être un peu ailleurs, dans une période de renoncement, et c'est mon sentiment en tout cas, y compris nous en France, et j'ai voulu me poser la question de savoir si, au fond, c'était la première fois dans notre histoire, ou si on avait connu d'autres périodes où, quelque part, on avait renoncé. Donc j'ai réfléchi, travaillé sur une dizaine de renoncements au cours des 3 derniers siècles, où la France a renoncé, momentanément, toujours momentanément. Pourquoi elle a renoncé? Pourquoi on renonce? Quel est le mécanisme? Et comment on rebondit après? Il y a des grands moments où on a renoncé. Alors évidemment, il y a des grands moments où notre pays a été exceptionnel. C'est ce que nous sommes, c'est ce qui fonde du reste nos valeurs, le socle commun de nos valeurs communes, celles qui font que nous sommes ce que nous sommes, que la France est ce qu'elle est. La Déclaration universelle des droits de l'homme, le Code civil, évidemment la reconstruction de la France d'après-guerre avec le général de Gaulle, l'Union sacrée avec Clémenceau. Il y a des moments formidables, des moments qui fondent ce que nous sommes. Mais il y a aussi eu des moments où on a renoncé. Nous qui sommes des femmes et des hommes d'entreprise, à tous les niveaux, on sait que c'est très important d'apprendre de ses erreurs. Lesson learns. Moi, je passais beaucoup de temps avec mes collaborateurs. Plus de temps, du reste, sur nos erreurs que sur nos succès. C'est important pour comprendre comment ces erreurs arrivent et puis qu'on évite qu'elles se représentent. Toutes choses étant égales par ailleurs, comparaison n'est pas raison, est-ce qu'on peut aussi apprendre des moments où on a renoncé? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et comment on a fait? Donc c'est ce que j'ai voulu proposer aux lecteurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai dit à la fin, j'aurais pu écrire aussi les 10 rayonnements qui ont fait la France. Et à chaque fois, on voit que la France s'en sort. Donc je suis optimiste. J'ai essayé de démonter quelque part les mécanismes du renoncement. Et parce que je l'ai fait, je suis optimiste que finalement tout ce que je viens d'échanger avec vous au cours de ces 25 minutes, eh bien, on va pouvoir le mettre en mouvement. Ça dépend d'une chose, évidemment, une seule chose, la détermination des femmes et des hommes que nous sommes à continuer à pousser, à aller de l'avant. Et puis un mot. Là encore, et je conclurai par un mot. On va commencer par la confiance. Je finirai par le leadership. Plus que jamais, dans les moments que nous vivons, il faut du leadership. Du leadership à tous les niveaux. Et vous avez des niveaux de responsabilité là où vous êtes. Le leadership va devenir essentiel. Ce sera aussi un moyen de retrouver confiance. Merci.